Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à madame Dominique Nachury du groupe Les Républicains pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, votre proposition de loi, Madame la rapporteure, qui souhaitait initialement agir concrètement en faveur de l'égalité professionnelle, est désormais réduite à son titre 3 relatif à la parentalité. 2 mesures restent ainsi soumises à notre examen, soit l'extension du congé maternité de 16 à 18 semaines et l'extension du congé paternité de 11 jours à 4 semaines. La question de l'allongement de ces 2 congés est parfaitement légitime et mérite d'être posée. S'agissant du congé maternité, la moyenne européenne se situe autour de 20 semaines et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, l'OIT préconise de porter cette durée à au moins 18 semaines. Quant au congé paternité, son extension, si elle s'impose dans les pratiques, ne peut que contribuer à modifier l'image des pères et à rééquilibrer le rôle des parents entre sphère professionnelle et sphère personnelle et familiale. Au-delà de l'intérêt réel de ces 2 articles, notre collègue Isabelle Le Callennec avait posé fort opportunément en commission la question de l'impact de cette double extension sur les comptes de la sécurité sociale. Nous sommes parvenus à des chiffrages de l'ordre de 700 millions d'euros, mais vous nous apporterez peut-être, Madame la rapporteure, d'autres chiffres. Le groupe socialiste propose un congé paternité à 14 jours pour minimiser l'impact de la mesure, sans préciser pour autant de chiffrage dans son exposé des motifs. Dans tous les cas, il s'agirait d'une dépense non négligeable pour la branche maladie qui rembourse les indemnités journalières pendant les congés maternité et paternité. Rappelons simplement que la dépense totale des indemnités journalières maladie s'élève déjà à 6,8 milliards d'euros et qu'il s'agit d'un poste de dépense déjà en hausse depuis quelques années, dont la loi de financement de la sécurité sociale 2017 souligne le besoin de maîtrise dans les années à venir. Globalement, ce gouvernement n'a pas sauvé la sécurité sociale comme il voudrait le faire croire et il nous faut faire preuve de la plus grande prudence face à toute décision créant de nouvelles dépenses. Or, l'initiative parlementaire pouvant se passer d'études d'impact, nous ne sommes pas en mesure de décider aujourd'hui de manière éclairée si l'on peut faire peser cette nouvelle dépense sur les comptes sociaux. Vous avez tous naturellement à l'esprit, mes chers collègues, que le déficit global de la sécurité sociale devrait encore atteindre 2,5 milliards d'euros en 2017 et que la dette sociale cumulée s'élevait à plus de 156 milliards d'euros en 2015. Notre objectif partagé est d'améliorer les conditions d'arrivée dans la vie des nourrissons, mais si c'est pour alourdir la dette sociale des générations futures, je ne sais pas si elles nous remercieront. À l'heure actuelle, c'est précisément la branche maladie qui est le malade de la sécurité sociale. En repoussant les échéances des réformes structurelles qui s'imposent, nous avons gagné du temps sans préparer l'avenir. C'est cela qui nous empêche d'envisager sereinement des mesures comme celles que propose cette proposition de loi et qui seraient pourtant souhaitables tant pour le bien-être des enfants et des mères que pour imposer une égalité entre les pères et les mères vis-à-vis de leurs enfants comme de leurs employeurs. Madame la rapporteure, j'ai pu voir que vous aviez redéposé par voie d'amendement l'ensemble des articles qui avaient été supprimés en commission par les députés du groupe socialiste. Nous avons eu l'occasion de le dire en commission, nous ne pouvions que souscrire à l'objectif initial de la proposition de loi qui souhaitait en finir avec les inégalités professionnelles et lutter contre le temps partiel subi. Toutefois, nous nous interrogeons sur la méthode retenue qui fait le choix de sortir l'arme lourde en comptant sur sa force de dissuasion pour ramener les entreprises égarées sur le droit chemin. Notre groupe a toujours agi en faveur de l'égalité professionnelle et soutient le principe de sanction. C'est d'ailleurs dans la loi Woerth de 2010 qu'a été voté le principe d'une sanction à hauteur de 1% de la masse salariale applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés, entreprises non couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle. Mais nous pensons qu'il ne faut pas opposer entreprise et égalité professionnelle. Avant de cumuler les sanctions,
Faisons appliquer les sanctions existantes et accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre de leurs obligations. Le chiffre de 40% d'entreprises couvertes par un accord ou un plan d'action est décevant. Et il faut regarder dans le détail pour comprendre le problème. Premier constat, le taux de couverture varie presque du simple au triple en fonction de l'effectif. Deuxième constat, le taux de mise en demeure et de pénalité reste très faible. Une centaine de pénalités ont été prononcées à ce jour par les directs, alors que 60% des entreprises ne sont couvertes ni par un accord ni par un plan d'action. Le problème n'est pas tant de multiplier les sanctions que de faire appliquer l'arsenal existant. Or, notre dispositif est vertueux puisque 60% des entreprises mises en demeure se mettent en régularité. Il faut donc plus que jamais que l'inspection du travail revête sa casquette de conseil aux entreprises et les aide à s'approprier la loi et leurs obligations en matière d'égalité. En outre, nous reconnaissons que cette PPL est examinée dans un contexte où la suppression récente du rapport de situation comparée, supprimé dans la loi Rebsamen, constitue un mauvais signal en matière de lutte contre les inégalités. Pour agir sur les inégalités, il faut les diagnostiquer et le rapport de situation comparée était un outil identifié par les entreprises qui permettait justement de dresser un état des lieux fiable des inégalités. Alors bien sûr, la base de données unique, la BDES, est supposée reprendre les mêmes indicateurs que le rapport de situation comparée et concerne le même volume d'entreprises. Mais cette nouvelle formule ne favorise pas une prise de conscience des leviers sur lesquels agir. Il faudra être très attentif dans les années à venir sur les conséquences de ce choix, c'est-à-dire veiller à ce que les informations comparées soient bien renseignées dans la base de données unique et surtout surveiller de près le taux de couverture des entreprises, taux de couverture qui doit continuer à augmenter. Enfin, pour terminer, quelques mots sur le temps partiel. Notre groupe a activement combattu la mise en place du plancher de 24 heures, dont les multiples dérogations dénotent à elles seules des difficultés d'application. Et votre rapport ne démontre pas autre chose, puisque vous dites clairement que la durée minimale de 24 heures a explosé. Les branches qui ont choisi de négocier ont majoritairement abouti à des durées de temps de travail bien inférieures aux 24 heures, le meilleur contre-exemple restant Pôle emploi qui a négocié une durée minimale à 3h45. Cela prouve à quel point il faut traiter le problème différemment. Plutôt que de majorer les heures de travail, il faut agir sur d'autres leviers. Le regroupement des heures, le cumul des activités et la formation pour que ces emplois à temps partiel ne soient qu'un passage dans la vie le plus souvent des femmes concernées. Ce sont des chantiers de longue haleine qu'on ne peut régler en une proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Nachuri.